allons commencer, nous allons ouvrir ce cycle. Alors merci, cher public, d'être là ce soir. C'est formidable de vous retrouver, quel bonheur, de retrouver une vie sociale normale. Merci à l'université qui nous accueille et à la mairie de Toulon pour son soutien. Merci aussi à la formidable équipe du CNL. Et surtout, merci à Jean-Marc Balancy d'être avec nous ce soir. Alors avant de donner la parole à notre vice-président, Jacques Martin, qui va vous présenter notre conférencier qu'il connaît bien, je voudrais vous dire quelques mots sur nos choix pour ce cycle consacré au grand bouleversement. Alors, pas de cycle sans philosophie, qui est, pour reprendre les termes d'Heidegger, le berger de l'être. Mais berger, pas au sens de leader ou de chef de meute ou de grand timonier, mais au sens de celui qui s'efforce d'éviter le carnage au sein du troupeau. Donc deux philosophes que nous aimons beaucoup, Pierre Zaoui et Marc Crépon. Mais aussi pas de cycle sans historien, mais un historien particulier parce qu'il a pensé les effets de la mondialisation du XVIe siècle au Mexique à la mondialisation d'aujourd'hui. C'est une approche très singulière et très intéressante. Mais bien un cycle, cette année, sous le signe des chercheurs en sciences politiques, parce que nous avons bien besoin d'eux pour penser la nouvelle et vitale question politique d'aujourd'hui et de demain, qui est celle de l'habitabilité de notre petite croûte terrestre, bien entendu à l'épreuve de la globalisation, dont tous les attendus n'ont pas été pensés. On appelle cela l'effet boomerang. Nous ne l'avons pas vraiment vu émerger, cette question, tant nous étions inaptes à vivre le présent étendu entre passé, présent et futur, tant nous étions dans une pensée hors sol, désincarnée, ignorante, et ne se préoccupant pas de ce qu'elle allait produire. Et nous avons bonne mine aujourd'hui, si je puis dire, de refuser les réfugiés climatiques dans notre monde, dont notre mode de vie, je crois, est en grande partie responsable. Alors les hommes ne cesseront de fuir les terres impropres à leur survie, comme ils l'ont toujours fait, et ils ne cesseront de faire la guerre quand ils n'ont plus rien à perdre. Alors les conflits qui s'annoncent seront pour beaucoup géosociaux, je dis ça dans l'oreille de notre conférencier, autrement dit, nés d'une terre où les hommes pourront vivre comme des hommes doivent vivre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien surtout pas de repli sur soi, et le monde qui a ce soir en amphi est la preuve que tout le monde est là. Pas de recroquevillés, mais des hommes et des femmes qui se rencontrent pour définir ce dont ils ont besoin, quitte à être dans une éthique du renoncement. Et donc, inventer des méthodes pour réveiller des sensibilités capables de conduire à la pensée et à l'action. Et donc, ne négligez en rien les espaces culturels. Le vide des salles de cinéma est un crève-cœur. Allez voir Tori et Lokita pour mettre votre sensibilité sans dessus-dessous. Et habitez les espaces langagiers où chacun a son mot à dire et trouve sa place. C'est ce que le CML a toujours fait et ce qu'il va faire ce soir avec Jean-Marc Balancy et tous les autres soirs de nos conférenciers. Je vous remercie pour votre attention. Bon, je suis chargé de vous présenter brièvement Jean-Marc Balancy, qui est un habitué du CML parce qu'il est intervenu déjà 2 fois, en 2003 sur l'évolution de la menace terroriste et en 2008 sur l'art de la défaite au XXIe siècle, Irak, Afghanistan, Liban, triste souvenir. Bon, après une thèse de doctorat en sciences politiques, Jean-Marc Balancy a travaillé 3 ans au secrétaire général de la Défense nationale. Dans le même temps, il a suivi des formations au Centre des hautes études sur l'Asie et l'Afrique moderne. Il a été auditeur des hautes études de la Défense nationale. Il a publié des ouvrages, Monde rebelle, Encyclopédie des conflits sur la planète et Guerre bâtarde, que vous trouverez sur la table de librairie. Il a rejoint ensuite, après être parti de secrétaire général de la Défense nationale, il a rejoint Risk & Co, qui est un cabinet privé du risque à l'international. Et ça, de 2003 à 2021,
et après quelques années, il a élargi son périmètre pour piloter l'ensemble du pôle analyse. Depuis, il continue à délivrer ses analyses dans le cadre d'Attica Analysis. Passionné par la prospective, il a créé un blog Avenirs Incertains. Je vous recommande bien. Horizon Incertain. Horizon Incertain. C'est presque pareil, puisque l'avenir est généralement aussi incertain. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur son blog. Il a entrepris de repositionner son expérience pour décrypter les enjeux qui vont baliser les 3 prochaines décennies jusqu'à 2050. C'est un problème grave dont il va nous entretenir ce soir. Nous avons hâte de l'entendre et je passe la parole. Merci Jacques, merci Marie-France de m'avoir une nouvelle fois. Marie-Paul, pardon. Horizon Avenir, Marie-France, Marie-Paul, ça commence bien pour tenter de décrypter l'avenir. Donc merci de m'avoir à nouveau donné l'occasion d'intervenir devant le CML et de remplacer une personnalité aussi prestigieuse que François Sudreau, qui je crois quand même reviendra à l'avenir. Voilà. Donc durant une petite heure, j'ai l'exercice délicat de tenter de baliser un peu les 3 décennies à venir. Alors là aussi, ça démarre mal. Horizon 2030, c'est entièrement de ma faute. On va plutôt se projeter sur un horizon à 2050, en guillemets. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre plus rond, on sera au mi-temps du siècle, j'aurai pratiquement 80 et quelques années, donc si je dis n'importe quoi ce soir, peu de personnes seront encore en état de me contredire et de revenir sur mes éventuelles élucubrations. L'idée étant donc de tenter de baliser un petit peu ces 3 décennies à venir, sachant que selon toute vraisemblance, du fait d'un certain nombre de facteurs, cet avenir risque d'être un peu compliqué, avec toute une série de nouvelles sidérations sur le modèle de celles que nous avons pu connaître depuis le début du XXIe siècle, que ce soit le 11 avril 2001, que ce soit durant la crise, un krach financier de 2008, et que ce soit plus récemment l'épidémie de Covid-19 ou depuis le 24 février au matin, une guerre de haute intensité en Europe que peu de monde aurait pu prédire, même moi qui le 23 au soir continuais à estimer que les chances étaient quasi nulles, que les Russes interviennent en Ukraine parce que c'était totalement irrationnel, etc. etc. Donc je n'étais pas le seul à me tromper. Donc cela vous incite évidemment à prendre un certain nombre de recul par rapport à ce que je vais dire à l'avenir, vu mon manque de prédictabilité de l'avenir, entre guillemets. Ceci dit, ces décennies à venir donc, vont être le temps de la sidération qui risque de se reproduire à nouveau, mais également le temps de la transition démographique, le temps de la transition énergétique, qui est un sujet ô combien d'actualité, et sans doute un temps d'adaptation, étant donné que on risque sûrement, au cours des 3 décennies à venir, de terminer un espèce de chapitre dans l'histoire de l'humanité, mais le livre ne sera pas fini, et on va sans doute redémarrer sur de nouvelles pages plus ou moins blanches qu'il conviendra de compléter et d'écrire. Alors pour aborder cette thématique consistant un peu à tenter de cartographier quelques certitudes et d'appréhender beaucoup d'incertitudes, on va tenter de les cartographier sur la base quand même de certains documents scientifiques un peu rigoureux. Je pense que pour tout ce qui est prédiction démographique, par exemple tout ce qui est prospective démographique, on dispose d'une base assez sérieuse avec de nombreuses études des Nations Unies qui sont relativement affinées et qui permettent vraiment de décrypter l'évolution démographique au cours des 3 prochaines décennies avec une forte certitude de réalisation. On peut estimer également que les travaux du GIEC, dont vous avez tous entendu parler année après année, où tous les 2 ans, là, deviennent de plus en plus performants et de plus en plus réalistes pour suivre l'évolution de la situation. Donc on a quand même des balises apparemment assez fiables. Après, il y a d'autres thématiques où effectivement on peut se tromper, et il est vrai que si on devait cet exercice, j'aurais très bien pu le faire en 1970 ou en 1980 pour vanter par exemple les perspectives offertes par le Minitel à l'avenir, ou l'avenir du transport aérien sur la base de Concorde supersonique, ou
les possibilités offertes par le surgénérateur Superphénix et des choses comme ça, ou les satellites de télévision directe qui devaient inonder d'images le monde. Rien que pour parler de technologie française, bon, on a vu le résultat avec 2 ou 3 décennies de recul. Ça ne s'est pas totalement passé comme cela. Donc, durant la petite heure qui va venir, je vais essayer de structurer mon propos autour de 6 interrogations et de 6 pistes d'analyse. Tout d'abord, s'interroger sur quel cadre d'action, sur quel terrain de vie, pour reprendre la formule du regretté Bruno Latour, c'est-à-dire que va devenir la planète, sachant qu'on va sans doute s'exposer, hein, je vends un peu le pitch, entre guillemets, et il n'y aura pas tellement de suspense. Donc une planète et des océans qui vont être de plus en plus dégradés, première chose, et ça c'est quelque chose de vraiment nouveau. Ensuite, comment s'adapter en insistant vraiment sur l'urgence de la transition énergétique. J'insisterai également sur quelques innovations technologiques. Alors là, on aurait pu en parler pendant 5 ou 6 heures, mais j'en ai pris 3 qui me semblent vraiment structurantes pour l'avenir et que je survolerai assez rapidement. On se posera également des questions, des interrogations, enfin on évoquera les questions des équilibres démographiques qui se profilent à l'horizon 2050, comme je vous l'ai dit, là, sur des bases quand même extrêmement fiables. On tentera d'appréhender le futur et en particulier on insistera sur l'émergence de nouvelles valeurs morales qui semblent poindre dans le panorama actuel et qui risquent là aussi d'être assez structurantes pour l'avenir. Et on terminera sur l'environnement international, sachant qu'il y aura toujours un certain nombre de tensions internationales liées à des rapports de force géopolitiques qui s'annoncent de plus en plus conflictuels pour l'avenir. Donc je voudrais démarrer par le premier point, donc une planète dégradée par une double menace existentielle qui est le déclin de la biodiversité et le changement climatique qui va affecter donc notre cadre de vie assez sérieusement. Donc concernant l'effondrement de la biodiversité, il est à craindre une 6e extinction des espèces animales. Là, essentiellement du fait de l'être humain, on appelle ça l'anthropocène, hein. Il y a de nombreux travaux qui ont été consacrés à ce sujet. Je ne voudrais pas vous accabler de chiffres, mais juste insister sur deux points. Vous savez qu'à l'automne dernier a eu lieu à Marseille une conférence internationale organisée par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui avait recensé plus de 140 000 espèces vivantes, dont 40 000 sont considérées comme des espèces menacées et plusieurs milliers comme des espèces extrêmement menacées, et appelées à disparaître. Et on peut penser que donc là, il y a une espèce d'accélération du phénomène extrêmement inquiétante. Une autre étude récente qui a été publiée voici à peine quelques jours estime que l'on a assisté entre 1970 et 2018, à un déclin de 69% des populations de vertébrés. Alors, j'avais déjà préparé ce document voici quelques mois, et à l'époque, on avait juste les chiffres pour 1970 à 2016, donc avec 2 ans de moins. À cette époque-là, le pourcentage était de 68%. Ça signifie qu'en 2 ans de temps, on a perdu 1% de population de vertébrés qui décline selon cette étude du WWF. Et je voudrais juste en terminer sur ce plan-là, sur l'importance du déclin de la diversité, en revenant également sur une autre étude qui a été publiée récemment, et qui estime que l'humanité dans son fonctionnement, que ce soit pour son alimentation, que ce soit pour sa santé, que ce soit pour son développement économique, etc., dépend d'environ 50 000 espèces vivantes non domestiquées. Ça peut aller des algues aux pois tropicaux, à différentes céréales ou à différents animaux. Donc 50 000 espèces vivantes non domestiquées qui sont nécessaires à la survie de l'humanité. Et malheureusement, au sein de ces 50 000 espèces, un très grand nombre sont actuellement menacées. Donc l'espèce humaine est en train de se tirer un peu une balle dans le pied, ou en train de scier l'arbre sur lequel, depuis des centaines de milliers d'années, notre espèce prolifère. Le deuxième sujet problématique, c'est évidemment le changement climatique. On vous en rebat les oreilles quasiment tous les jours maintenant, donc je n'insisterai pas. Là aussi, je ne vais pas vous accabler de chiffres et de grandes phrases. Simplement rappeler que depuis le milieu du
du 19e siècle, donc l'humanité a produit à peu près 2400 gigatonnes de CO2 qui se sont accumulées dans l'atmosphère, que le rythme actuel de production est d'environ 40 gigatonnes et qu'il est absolument impératif de ne pas dépasser le seuil de 3300 gigatonnes, ce qui laisse supposer le franchissement de toute une série de seuils et là une transformation complète de la planète. Donc vous savez qu'on a conclu des accords de Paris à la fin de la décennie précédente qui tentent de contrôler, de réguler une augmentation de la température autour de 1,5 degré d'ici 2050. Mais malheureusement, tous les clignotants là, ont tendance à passer à l'orange, pour ne pas dire au rouge, et qu'en ayant un petit peu de recul sur les études du GIEC qui ont commencé à développer des modèles de plus en plus sophistiqués à partir des années 2010. Lorsque l'on confronte les modèles du GIEC, les estimations du GIEC par rapport aux observations réelles effectuées sur le terrain, on constate que c'est très souvent la fourchette haute des estimations qui est confirmée par les faits. Ce qui signifie très simplement donc que jusqu'à présent, en observant ce qui se passe, nous sommes sur une tendance, sur une trend, comme disent les économistes, qui fait qu'on ne va sûrement pas réussir à tenir les engagements pris lors des accords de Paris et que l'augmentation de la température, sauf sursaut au cours vraiment des 2 prochaines décennies, va nous orienter vers une augmentation de température de plus de 2 degrés au-delà de la période de 2050 et avec de fortes possibilités que ça grimpe encore plus à 3-4 degrés. On signalera que jusqu'à présent, d'après les observations qui ont été effectuées depuis le milieu du 19e siècle, le début de la révolution industrielle, la température moyenne sur la planète a augmenté de 1,1 degré. On notera également que pour la France, l'augmentation moyenne depuis cette période est de 1,7 degré, ce qui signifie qu'on est au-dessus actuellement des moyennes planétaires. Et que si tout continue comme cela semble être le cas sans que l'on réagisse réellement, sur certaines parties de la planète, la température devrait s'élever nettement plus que les 2 ou 2,5 degrés. Au début juillet, il y a eu une importante conférence organisée à Libreville par un think tank anglais et à cette occasion, le ministre gabonais de l'Environnement, dans son intervention, estimait qu'à l'horizon 2050, la température en Afrique, par exemple, Afrique subsaharienne, pourrait monter jusqu'à 6 degrés au-delà des températures actuelles, ce qui rend une grande partie de la planète quasiment invivable, sachant que, indépendamment de l'augmentation de la température, qui peut être plus ou moins supportable, et les gens vivent très bien, enfin vivent en tout cas à Niamey avec une température souvent supérieure à 50 degrés. Le problème, c'est également l'élévation du taux d'humidité qui va se produire sur une partie de la planète, en particulier dans les zones tropicales, et que la combinaison hausse de la température et hausse du taux d'humidité fait que l'espèce humaine ne résiste pas à certaines conditions climatiques combinant chaleur et humidité, étant donné que le phénomène de transpiration ne fonctionne plus et que votre organisme commence à partir en vrille. Et voilà. Donc sûrement que l'humanité pourra s'adapter à terme à ces conditions un peu extrêmes, mais il risque d'avoir beaucoup malheureusement de pertes en ligne, entre guillemets. Donc hausse très probable, sauf mobilisation générale, au-delà des plus de degrés vers 2050, voire pire. Donc ce qui fait que ce qui risque de se produire s'il n'y a pas un sursaut, une réaction vraiment des pouvoirs publics au niveau mondial, le problème est largement au-dessus du niveau national, c'est que nous sommes en route vers ce que j'ai appelé, non pas le grand changement, le grand basculement, c'est-à-dire que nous allons, sans prendre de véhicules spatiaux, nous allons changer de planète à l'horizon, enfin durant la deuxième moitié du siècle, aux alentours de 2080-2100, selon toute vraisemblance, avec la transformation de la Terre en une planète qui sera de moins en moins hospitalière, d'où ce besoin impératif donc d'adaptation à ces temps nouveaux.
avec une multiplication d'événements naturels exceptionnels. Et je voudrais juste là aborder un point très particulier, c'est que cette multiplication d'événements, donc de sécheresse, de tornades, d'inondations, etc., vont faire que tous ces événements vont devenir, du fait de leur fréquence et de leur ampleur, vont devenir quasiment inassurables, et cela pose des problèmes pour le secteur de l'assurance qui ne pourra plus couvrir ce genre de risque, ce qui par effet boule de neige va provoquer des perturbations au niveau du système financier. Vous savez que les assureurs sont de gros fournisseurs, de gros contributeurs du système financier international, et là une des sources principales de financement de l'économie risque de se tarir, étant donné que soit on augmente, on démultiplie les primes d'assurance, mais qui seront insupportables par le moindre individu, soit le système risque de se fissurer de manière assez durable et assez dommageable. Voilà. Je voudrais juste, étant donné qu'on est à Toulon, j'ai préparé un petit point spécifique sur les questions maritimes, étant donné qu'on a tendance à se représenter la planète Terre sous l'appellation de Gaïa et qu'on parle beaucoup de la Terre, alors que les espaces, les terres émergées ne représentent qu'à peu près un tiers de la superficie de la planète. On rappellera qu'en fin de compte, nous vivons sur une planète bleue, avec 72% de la superficie du globe qui est recouverte par les océans. Sachant que ces océans abritent 80% de la biodiversité. Là aussi, quand on parle déclin de la biodiversité, on pense aux éléphants, aux tigres, aux phacochères, etc. Alors que l'essentiel de la biodiversité qui est menacée se trouve dans les mers, dans les océans. Sachant également que la mer joue un rôle fondamental dans la production de l'oxygène qui est fondamental et vital pour l'espèce humaine. Et que les océans également absorbent jusqu'à présent jusqu'à 30% des émissions de CO2 et servent un peu de grands régulateurs thermiques de la planète qui fonctionnaient jusqu'à présent plutôt bien et a permis de réunir les conditions pour l'éclosion de la vie et son développement. Voilà. Donc les océans sont un gigantesque régulateur thermique qui, d'après certaines études scientifiques, aurait permis de séquestrer jusqu'à 155 milliards de tonnes de CO2 depuis 1870, là aussi depuis le démarrage de l'ère industrielle. On rappellera que la mer abrite une foultitude de richesses, donc évidemment des richesses halieutiques, des richesses énergétiques avec des gisements offshore de pétrole, de gaz, etc. Mais également des zones ventées qui vont permettre de construire ou qui ont des systèmes d'éoliennes offshore. Il y a également des zones de courant fort qui vont permettre de produire de l'électricité avec des systèmes adaptés. Il y a également toute la problématique des nodules polymétalliques qui vont permettre, si on parvient à les récupérer dans de bonnes conditions, de subvenir à une partie des besoins de l'économie mondiale au cours des prochaines années. Il y a également une source de découverte scientifique. À peu près 3% de la microbiologie marine semble avoir été découverte. Il y a toujours nous sommes sur une planète qui est quadrillée d'informations, mais on a toujours une vision extrêmement ténue de la réalité des écosystèmes que l'on peut trouver dans les fosses océaniques. À la limite, on a plus de connaissances de la Lune que de la connaissance pratique concernant ces fosses sous-marines ou autrement les sources de production thermique au fond des océans au niveau des grandes lignes de fracture, où on a découvert ces dernières décennies donc des écosystèmes qui fonctionnent sans photosynthèse avec une vie extrêmement complexe. Et voilà. Donc tout ça laisse augurer qu'il y a au fond de l'eau actuellement des zones grises ou d'ombre, entre guillemets, mais qui ruissellent de richesses insoupçonnées au niveau, par exemple, donc, de la microbiologie qui devrait permettre de trouver de nouveaux traitements contre le cancer, contre les antidouleurs, des choses comme ça, pardon. Juste un exemple, on a dans le Pacifique découvert des types d'ormeaux, il me semble, donc des crustacés dont les coquilles sont extrêmement dures et beaucoup plus dures que les blindages des meilleurs blindés actuels. Donc c'est une source un peu de réflexion. On peut penser également à la peau des requins qui semble recouverte d'un anti-fuel naturel qui pourrait faire merveille, par exemple, sur les coques de nos navires à terme. Enfin, on pourrait comme ça multiplier les exemples sur la richesse et la nécessaire
la nécessité impérative de protéger les océans, les écosystèmes et toute la biodiversité qui existe dedans. Récemment, une étude économique estimait la valeur économique des océans à 2500 milliards de dollars. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Enfin, c'est pour financiariser un peu cette richesse insoupçonnée qui, malheureusement, risque d'être confronté à de fortes menaces et de connaître d'importantes perturbations au cours des prochaines années. Alors, à toute première, elle est directement liée au changement climatique, c'est la dilatation des masses d'eau océaniques du fait de l'augmentation de la température, la fonte des glaciers, des calottes glaciaires au niveau des pôles et au niveau du Groenland, ce qui va entraîner donc une montée des eaux avec une submersion d'un certain nombre de territoires, en particulier des îles du Pacifique, dans l'océan Indien ou ailleurs. Enfin, là aussi, on en parle régulièrement. Ça va entraîner une modification du trait de côte, en particulier dans des zones très surpeuplées, comme au fond du golfe de Bengale, concernant le Bangladesh, mais pas que. Ça va toucher également en France, ça va toucher, sur toute vraisemblance, donc une bonne partie du littoral de la Vendée et de la Gironde, le fond du golfe de Gascogne et sans doute une bonne partie du littoral de la côte languedocienne. Apparemment à Toulon, on devrait être un peu épargné sur ce plan-là. Un autre phénomène également lié au changement climatique, c'est la déstabilisation de la MOC, c'est-à-dire le système de circulation méridienne des courants. Donc pour faire bref, c'est un risque de modification du Gulf Stream qui permet donc d'offrir aux ports d'Europe occidentale des eaux tempérées en évitant d'être pris par les glaces. Et donc là, il y a un risque réel souligné par les chercheurs du GIEC de transformation de ces fragiles équilibres des courants au sein de l'Atlantique. Et un dernier point, c'est le déplacement des ressources halieutiques. On voit remonter les espèces tropicales en Atlantique Nord et en Méditerranée, en plus avec l'ouverture du canal de Suez, on voit apparaître en Méditerranée orientale des espèces en provenance de mer Rouge qui profitent de l'élévation de la température pour passer en Méditerranée et progressivement se répandre en Méditerranée. Un autre point inquiétant pour les océans, c'est l'acidification des océans. Comme je vous l'avais dit, les océans actuellement servent de grands régulateurs thermiques en absorbant énormément de CO2. Et le problème, c'est qu'on produit trop de CO2 et que la capacité d'absorption des océans va atteindre ses limites, ce qui risque d'entraîner donc une modification du pH de l'eau et donc une acidification de l'eau de mer, ce qui va avoir des répercussions assez négatives sur un certain nombre d'écosystèmes ou d'espèces, en particulier tout ce qui est le plancton, tout ce qui est les mollusques, les crustacés, au niveau de la constitution de leur carapace ou de leur squelette. Un autre point également un peu inquiétant, c'est ce que j'ai appelé la plastification des océans. Vous avez tous vu ces images sans doute sur YouTube, des eaux magnifiques de Bali transformées en zone fétide avec une espèce de soupe pleine de morceaux de plastique qui flottent entre deux eaux. Donc là aussi, une récente étude évaluée à 24 400 milliards de microparticules au sein des océans qui forment 5 grands continents liquides, 2 au milieu du Pacifique en fonction du système des courants, 2 en Atlantique et 1 en océan Indien. Avec là toute une réflexion pour essayer de récupérer ces nanoparticules, ces microparticules de plastique pour tenter de dépolluer. Mais bon, là il faudra un effort international. On commence à s'orienter vers des solutions techniques, mais ça coûte de l'argent et évidemment personne n'est prêt à mettre l'argent nécessaire pour lutter efficacement contre ces phénomènes. On rappellera également que ces phénomènes donc, qui sont absolument atroce à observer. La somme de plastique que l'on observe ne représente à peu près que 20% de la quantité de plastique rejeté dans les océans et que 80% sont déjà arrivés au fond des océans et des mers et ont en partie été absorbés par la chaîne alimentaire et sont en train de remonter vers nous, ce qui fait que, vous savez, si vous écoutez un peu un certain nombre de médias spécialisés dans les problèmes de consommation, que malheureusement le poisson au pêché frais en mer, entre guillemets, pas qu'en mer d'ailleurs, est malheureusement de plus en plus bourré d'éléments dangereux pour la santé du fait de ce phénomène de plastification des
des océans. Je terminerai juste sur 2 autres points, c'est la surexploitation des océans également, au niveau de la pêche industrielle évidemment, qui est en train d'exterminer la pêche artisanale de nombreuses espèces. On pourrait également évoquer l'intensification du trafic maritime et les pollutions que cela génère, les risques de pollution de marée noire, mais également la pollution sonore très néfaste pour par exemple les populations de cétacés ou d'animaux, de poissons, la surpêche, les productions d'hydrocarbures et demain les productions de nodules polymétalliques. Alors l'information peut-être n'a pas fait la une des grands médias, mais la semaine dernière, pour la première fois, en tout cas une campagne est actuellement en cours en plein Pacifique pour le ramassage de nodules polymétalliques, et une société américaine a prélevé 14 tonnes de nodules polymétalliques au fond des océans en plein Pacifique, qui les augurait donc une exploitation intensive au cours des prochaines années, avec tous les risques que cela peut représenter sur les écosystèmes océaniques, étant donné qu'au minimum le prélèvement des nodules provoque un soulèvement de boue ou de particules, et évidemment ce n'est pas très bon pour les écosystèmes. Le dernier point concernant les menaces pesant sur les espaces océaniques, c'est ce qu'on pourrait appeler la territorialisation ou la fermeture des océans, sur le modèle de ce qui se passe par exemple en mer de Chine, avec les volontés chinoises de s'approprier ces vastes espaces maritimes actuellement et de les interdire aux autres riverains. Tout cela générant donc une militarisation des océans et des sources de conflits sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Je continue donc avec l'urgence de la transition énergétique. Donc là, si on veut donc évoquer le scénario du pire, c'est-à-dire ne pas être capable de tenir les engagements pris au moment des accords de Paris à échéance de 2050, il va falloir très significativement réduire la production de gaz à effet de serre, essentiellement du carbone, mais pas que, il y a du méthane, du dioxyde d'azote, etc. Mais c'est surtout le carbone qui pose problème. Donc une réduction drastique à hauteur de pratiquement 80 voire 90% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors cela passe par 3 grandes solutions. La première, c'est la fameuse sobriété énergétique en matière de consommation qui est évoquée et qui a beaucoup d'avenir évidemment dans les prochaines années. Également obtenir une meilleure efficacité et des rendements énergétiques, c'est-à-dire que pour la même quantité d'énergie, on pourra, dans un véhicule, aller beaucoup plus loin qu'on ne le fait aujourd'hui pour une quantité limitée, ou pour une quantité limitée d'énergie, pouvoir chauffer plus longtemps et dans de meilleures conditions des logements que ce n'est fait actuellement. Et la troisième piste, c'est celle évidemment de la décarbonation de l'économie contemporaine, et son basculement vers l'électrification, même si l'électrification peut poser un certain nombre de problèmes. Donc en tout cas la décarbonation d'un maximum de secteurs de l'économie, tout en parvenant à satisfaire également, là c'est un grand enjeu, de nouveaux besoins énergivores. Je pense à tout ce qui est l'électricité, enfin l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de data centers qui sont un peu les futures colonnes vertébrales de l'économie des prochaines années. Tout ce qui est également pour le minage des crypto-monnaies qui nécessitent une puissance de calcul et des ordinateurs qui pompent énormément d'énergie. Et enfin, on pourrait également signifier le développement de la G5 qui est en cours, qui nécessite des investissements de plusieurs dizaines de milliards pour des fonctionnalités qui ne sont pas encore totalement déterminées, mais en tout cas tous les opérateurs et beaucoup d'investisseurs capitalistes se lancent dans cette aventure de la 5G qui est également extrêmement énergivore, comme d'ailleurs tout le système numérique. Et enfin, on pourra citer également le développement des métavers, donc prôné par Meta, enfin Facebook, M. Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui également va nécessiter de concentrer énormément d'énergie. Ce qui fait qu'entre la satisfaction des besoins actuels et la satisfaction de besoins encore plus énergivores au cours des prochaines années,
ça va être assez dur de tout assumer et il y aura sûrement des arbitrages à faire. Là, au niveau politique, ça sera, on l'espère, dans le cadre d'un débat démocratique, qu'il y aura des choix à faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G, par exemple, pour pouvoir jouer en streaming à plusieurs centaines de millions d'individus au même moment ? Là, il y a un clivage générationnel sans doute qui semble se profiler. Est-ce que le grille-pain doit obligatoirement pouvoir négocier, enfin communiquer avec le sèche-linge ou avec le congélateur? On peut se poser la question de la pertinence de la fonctionnalité. Un autre point important, c'est la modification spectaculaire donc, du mix énergétique dans des délais extrêmement courts. Là, on est en plein cœur d'actualité avec l'histoire de la dépendance européenne au gaz russe. Je vais dire la dépendance française, mais c'est-à-dire que notre pays est relativement peu dépendant du gaz russe, contrairement à certains de nos grands partenaires, et en particulier nos amis allemands. Donc il va y avoir un exercice extrêmement délicat dans des délais très brefs de substitution d'énergies fossiles qui sont bon marché et qui ont de très bons rendements énergétiques, entre guillemets, parce qu'avec un plein d'essence, vous pouvez faire 500 ou 600 km, mais qui sont très polluantes et dont le coût carbone est extrêmement élevé, par des sources d'énergie moins émettrices de gaz à effet de serre, mais il y a en chacune des points faibles. Alors, par exemple, une des sources d'énergie les plus propres et les plus prometteuses pour l'avenir, c'est l'hydroélectricité qui est domestiquée depuis plus d'un siècle. Bon, le problème en France, c'est que tous les sites qui pouvaient être équipés ont été équipés. Alors, il y a encore des opportunités dans le reste du monde, mais souvent ce sont de grands projets qui posent énormément de problèmes environnementaux, qui nécessitent des déplacements de population, et souvent c'est fait dans des pays du Sud, et les conditions sont faites un peu à la trique au détriment des populations locales. Enfin bon, ça peut poser des problèmes, il y a toute une polémique sur l'utilité de ces grands barrages, et surtout, il faut là aussi se projeter vers l'avenir et considérer que du fait du réchauffement climatique, la résoudra dans 15, 20 ou 30 ans, et que le potentiel de l'hydroélectricité risque d'être limité, voire réduit par ces problèmes d'approvisionnement en eau. Concernant les renouvelables, donc là c'est très prometteur, sauf que malheureusement ce sont des énergies à mi-temps, intérimaires, et donc par définition le soleil ne fonctionne qu'une moitié de la journée. Et concernant les éoliennes, on peut connaître des séquences, des périodes où il y aurait un fort besoin de consommation, mais coïncidant avec une période de non-vent, et donc l'éolien pourrait ne pas fonctionner, et donc il faut être résilient et avoir plusieurs systèmes pour pouvoir compenser cet éventuel non-fonctionnement des énergies éoliennes. Alors, il y a également des pistes prometteuses concernant l'hydrogène. Alors, on sait produire de l'hydrogène et on sait faire fonctionner des systèmes industriels complexes avec de l'hydrogène, mais actuellement, c'est fait à base la transformation de l'hydrogène en énergie nécessite l'utilisation d'hydrocarbures, donc ça ne sert à pas grand-chose, ce qu'on appelle l'hydrogène noir. Et donc, toute la difficulté consiste à passer sur de l'hydrogène verte, donc produite avec des sources d'énergie renouvelables et décarbonées. Donc là, c'est assez prometteur. Mais bon, ça prend pas mal de volume, et alors ça va sûrement très bien fonctionner pour des systèmes industriels lourds, ça peut très bien fonctionner également pour tout ce qui est mobilité, alors non pas dans les voitures individuelles, mais dans tout ce qui est camions, bus, trains, etc. On commence à en voir apparaître, et là c'est relativement prometteur, mais ça ne pourra couvrir qu'une petite partie des besoins. Enfin, on a évidemment la question du nucléaire, avec, vous savez, il y a eu beaucoup de hauts et de bas concernant cette filière au cours des dernières années du fait de l'accident de Fukushima, donc il y a une reprise très forte du nucléaire, qui semble une énergie de transition dont on ne pourra pas se passer d'ici 2050, même si c'est très coûteux. Les nouvelles technologies de réacteurs ne sont pas totalement maîtrisées, en tout cas en France. Il y a évidemment toujours la problématique des déchets à plus de 10 000 ou 100 000 ans. Enfin bon, ça peut poser un problème s'il y en a trop à force. Il y a également un problème de prolifération du nucléaire à terme,
Et en particulier, il y a un point qui, dans le débat français, me semble peu abordé, qui est celui du développement du nucléaire dans un environnement international de plus en plus instable. On a vu avec la guerre en Irak, pour la première fois, vous avez deux puissances nucléaires civiles qui s'affrontent, et vous avez vu au début de la guerre, avec ce qui s'est passé autour de la centrale de Tchernobyl et actuellement ce qui se passe autour de la centrale de Zaporijjia, on ne peut pas exclure à terme des scénarios, que ce soit en Ukraine ou demain en Europe de l'Ouest ou en Asie, qui concentrent énormément de réacteurs et qui concentrent l'essentiel des futurs réacteurs en cours de construction et de développement, des situations de crise avec soit une attaque terroriste, soit une attaque de missiles sur une centrale, et donc indépendamment d'une situation conflictuelle de base, un incident nucléaire grave qui se surréajouterait à la complexité de la crise. Donc ça, il faut en tenir compte, même si je pense que pour les 3 prochaines décennies, on pourra très très difficilement se passer du nucléaire. Donc tout ça pour dire qu'il n'y aura pas d'énergie miracle pour sortir des énergies carbonées actuelles, mais une combinaison de ce qu'on pourrait appeler moins mauvaises solutions pour essayer d'assurer le minimum vital. Un des enjeux cruciaux sera l'amélioration des performances de tout ce qui est batterie, tout ce qui est stockage d'électricité. Donc là, il y a beaucoup de pistes technologiques qui sont assez intéressantes. Encore faut-il qu'elles soient rentables, mais bon, on peut estimer que au cours des 2-3 prochaines décennies, on devrait réaliser des progrès assez significatifs en la matière. Alors, le problème, c'est qu'on va passer d'une dépendance à des énergies fossiles concentrées essentiellement au Proche et au Moyen-Orient, faciles d'accès, faciles à exploiter essentiellement, à une dépendance aux matériaux nécessaires aux énergies non renouvelables. Donc ça peut être le lithium, ça peut être le cuivre, ça peut être le cobalt, ça peut être les terres rares. Et on est en train de voir l'émergence d'une espèce de nouvelle géopolitique des enjeux stratégiques énergétiques où il y aura une espèce de dévalorisation sans doute du pétrole du Moyen-Orient au profit par exemple du lithium que l'on trouve dans la cordillère des Andes ou dans d'autres zones du monde. Cette transition énergétique, il va falloir, comme je vous l'ai dit, la conduire dans des délais extrêmement courts. Et là, il faudrait vraiment se mettre dans une optique d'économie de guerre, comme l'a fait par exemple l'industrie américaine en 1941, lorsque les États-Unis sont rentrés en guerre. En l'espace de quelques mois, l'industrie automobile a été capable d'arrêter de produire des voitures individuelles pour produire des chars d'assaut, des choses comme ça. Là, le problème, c'est qu'on est vraiment confronté, du fait des échéances qui se profilent, à cette situation, et on a le sentiment qu'on fait ça un peu en dilettante. Les échéances, on est en 2035, 2040, 2050, alors qu'il faudrait vraiment mettre le paquet actuellement. Et ça, c'est un vrai souci pour l'avenir. Ce passage à cette économie de guerre pour s'adapter et réussir cette transition énergétique nécessite de s'interroger sur la pertinence de certaines règles fondamentales de l'économie libérale et en particulier de la dérégulation du marché de l'énergie. C'est vraiment dans le code génétique, dans l'ADN de l'Union européenne actuellement, et on a un peu du mal à s'en débarrasser, à rectifier le tir. Mais ce qui était envisageable dans les années 90 ou 2000 en matière de dérégulation, de privatisation, de libéralisation du marché de l'énergie, l'énergie étant vraiment un secteur ultra sensible, vraiment stratégique et vraiment vital pour l'avenir, pour notre indépendance, notre souveraineté nationale et pour la protection de l'environnement, je pense qu'on ne peut plus laisser cela au bon vouloir des marchés, des fonds d'investissement et d'autres opérateurs qui cherchent à profiter de la situation pour dégager des plus-values, là où il faut vraiment une démarche citoyenne régulée par un État fort qui contrôle ce secteur d'activité. Donc tout ça pour dire, j'en termine, qu'on voit émerger donc de nouveaux enjeux géopolitiques pour le contrôle à l'accès de ces matériaux cruciaux, je vous en ai parlé, et également l'ouverture, malheureusement là aussi c'est quelque chose d'un peu inquiétant, de nouveaux territoires peu exploités jusqu'à présent où les opérateurs économiques et les États risquent de s'affronter pour accéder à de nouvelles matières. Donc je pense par exemple aux ressources énergétiques et surtout minières du Groenland, jusqu'à présent
peu exploitées. On peut évoquer tout ce qui est région boréale et polaire qui est épargné du fait de l'existence de la calotte glaciaire qui est en train de fondre et qui deviennent accessibles, que ce soit en Russie, au Canada, l'Antarctique également, et tout ce qui est accès aux espaces maritimes et aux fosses océaniques où se trouve un certain nombre de gisements de nodules polymétalliques. Et là, à nouveau, la technologie permet maintenant d'envisager d'aller chercher ces nodules à 3000, 4000 mètres de profondeur à des coûts économiquement rentables. Je continue donc très rapidement en évoquant 3 grands secteurs d'innovation technologique. Le premier, donc, c'est celui de la diffusion de l'intelligence artificielle ou de la gouvernance des algorithmes. Bon, là, on est déjà dans ce monde-là. Vous êtes confronté, si vous êtes client d'Amazon, de Google, de Meta ou de choses comme ça, à l'utilisation de vos données personnelles pour essayer d'affiner l'offre consumériste qui vous est offerte, mais les choses vont aller donc sans doute beaucoup plus loin. Il faut s'attendre au cours des prochaines années, des 2 ou 3 prochaines décennies, à des progrès spectaculaires en matière donc d'utilisation, d'exploitation des big data et de développement de l'intelligence artificielle dans des secteurs comme la santé, par exemple. Le beau métier de chirurgien, ils sont tout appelés à se transformer ensuite d'opérateurs vidéo pour gérer un robot qui opérera à votre place, selon toute vraisemblance. Cela va entraîner des bouleversements considérables dans de nombreux secteurs d'activité. De très nombreux emplois vont être perdus, donc des emplois basiques de caissière, mais aussi des emplois beaucoup plus sophistiqués de juristes, de journalistes, de chirurgiens, de choses comme ça, du fait des capacités de l'intelligence artificielle actuelle et surtout ce que l'on peut envisager à l'avenir. On insistera également sur les applications multiples du développement de l'intelligence artificielle en matière de sécurité, avec toutes les problématiques de gestion de foule, de reconnaissance faciale, des choses comme ça, qui peut poser des problèmes éthiques, politiques, philosophiques à terme. Là, dans ce domaine, le futur est déjà arrivé. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Chine avec le développement de la reconnaissance faciale. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite séquence vidéo qui a été diffusée au moment d'un des énièmes confinements d'une grande ville chinoise il y a quelques mois, où les gens commençaient à en avoir marre d'être confinés depuis 18 mois et quelques. Et vous aviez un drone qui circulait au milieu des grands ensembles et qui disait, avec une voix un peu métallique artificielle, qui demandait aux gens de contrôler leur pulsion de liberté, donc que ce soit une machine volante télépilotée par un individu à des dizaines de kilomètres qui lance ça, faisait un peu froid dans le dos. Donc le développement de l'intelligence artificielle va également avoir de grandes conséquences dans le secteur militaire, donc je n'insiste pas, avec une robotisation du champ de bataille, l'usage de drones ou des choses comme ça. Je voudrais juste insister sur un dernier point qui est la dépendance préoccupante d'un pays comme la France et de l'Union européenne vis-à-vis des GAFA dans tout ce qui est intelligence artificielle et gestion des big data, et en particulier concernant tout ce qui est la gestion des clouds qui permettent de stocker de l'information de manière et de l'impératif donc de disposer de clouds souverains, nationaux ou européens. Il y avait un projet franco-allemand qui tarde un peu à se développer, mais il faut savoir que là les chiffres sont assez atterrants. Pour préparer la conférence, je regardais les chiffres. Il faut savoir qu'au niveau du marché européen, 72% des données stockées dans les clouds sont contrôlées par Google, Amazon ou Microsoft, donc 72% par les Américains, et la part des opérateurs européens au cours des 10 dernières années est passée de 26% à 13%. Donc là, on a une vulnérabilité stratégique vis-à-vis de notre grand partenaire et allié américain qui est un peu problématique. Alors un deuxième point, j'irai très vite également, c'est les percées dans le secteur de l'informatique quantique.
à la recherche du qubit. Donc là, pour faire simple, donc c'est l'utilisation de la physique de l'infiniment petit pour dépasser les limites actuelles de la physique sur lesquelles s'est développé les ordinateurs. Donc l'idée est, si on réussit ce saut scientifique et technologique, de disposer d'ordinateurs beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants pour faire des calculs et des modélisations de manière beaucoup plus rapide, et surtout des choses beaucoup plus complexes. Donc ça va avoir des répercussions dans le secteur de la santé, dans le secteur de la chimie, dans le secteur de la finance, dans beaucoup de domaines d'activité. Donc là, l'informatique quantique a démarré à la toute fin des années 90. Actuellement, le système n'est pas vraiment prêt et il y a encore beaucoup d'erreurs de calcul. Mais on peut penser qu'à l'horizon 2030-2035, il va y avoir des percées considérables qui vont être faites. Si on suit un peu l'actualité, on voit qu'il y a une espèce de course à la performance, de course au brevet. Pratiquement chaque mois, il y a des nouvelles qui tombent en la matière. Et c'est une course sino-américaine essentiellement. Et toute la problématique est de savoir lequel des deux pays va le premier être en mesure de maîtriser cette informatique quantique, étant donné que cela donnera un avantage, un atout concurrentiel très fort, mais également un avantage stratégique majeur, étant donné que les ordinateurs quantiques, en fin de compte, il va falloir ajouter du quantique à tout, c'est-à-dire aux microprocesseurs qui vont devenir quantiques, qui vont permettre de développer des ordinateurs quantiques qui pourront communiquer grâce à des systèmes de communication quantique dans un cloud quantique, et tout ça permettra de faire fonctionner un espèce d'internet quantique à terme. Donc là, c'est un grand chantier pour les 2-3 prochaines décennies, mais si par exemple les Chinois sont les premiers à développer ce genre de technologie, ça va leur assurer un avantage très fort, étant donné que cela va leur permettre sans doute de casser tous les algorithmes de protection, par exemple, qui assurent la sécurité de nos transactions financières lorsqu'on utilise notre carte bleue, qui généralement, actuellement sont inviolables, mais qui pourraient le devenir, et cela pourrait donc poser de graves problèmes pour tout ce qui est transactions financières. Et un autre problème, c'est tout ce qui est cassage de clés de chiffrement, donc qui pourrait ouvrir la voie là, à des perspectives assez intéressantes en matière de renseignement pour la puissance qui détiendra ce savoir-faire. Un autre point également, c'est tout ce qui est progrès en neurosciences et en sciences cognitives, étant donné que le cerveau apparaît un peu comme un organe relativement peu connu, même s'il y a eu énormément de progrès qui ont été réalisés et des progrès qui vont encore se réaliser au cours des prochaines années, à la fois des fins thérapeutiques pour lutter contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, mais également dans tout ce qui est utilisation non médicale du cerveau, en particulier tout ce qui est contrôle d'objets à distance. Là aussi, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous pouvez voir des contrôles à distance de petits drones uniquement par la pensée, où on cherche de plus en plus à faire piloter des avions à distance par la pensée, ou des choses comme ça. Tout ça développant des interfaces cerveau-machine dignes donc d'auteurs de science-fiction, mais qui sont en passe de se concrétiser. Alors ces progrès dans la meilleure connaissance du cerveau donnent lieu également au développement de techniques de neuromarketing qui consistent à utiliser cette connaissance concernant le fonctionnement du cerveau pour inciter le consommateur à choisir le bon produit au bon moment, au bon endroit. Mais ce qui est bon pour le consommateur peut être également bon pour le futur électeur, et l'inciter, le pousser à voter pour la bonne personne en période électorale. Et on a vu aux États-Unis, je pense en particulier à la tentative de prise d'assaut du Capitole, sans doute un premier exemple concret d'utilisation de ces pratiques qu'on appelle d'ingénierie sociale découlant du neuromarketing pour contrôler un peu le cerveau d'un certain nombre d'individus et les inciter à faire certaines choses que la rationalité conduirait à ne pas faire. Et donc c'était une espèce de populace américaine se jetant à l'assaut du Capitole, qui est un autre également effet de sidération qu'on a tous observé durant ces dernières années. Donc sans doute les prochaines décennies vont être marquées par des entre guillemets améliorations concernant les possibilités de conditionnement et de manipulation du cerveau. Il faut être absolument vigilant là-dessus. Tout ça sur fond d'addiction à ce qu'on pourrait appeler une manne digitale, et sans doute à une plus grande vulnérabilité
digital natives, c'est-à-dire les jeunes générations qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui sont sans doute beaucoup plus impactées par ces phénomènes d'ingénierie sociale et d'usage du neuromarketing pour contrôler leur comportement. Tout cela induit la nécessité de mettre en place un cadre éthique et juridique assez important, assez nouveau, et cela nécessite donc le développement, c'est un grand chantier à la fois philosophique et juridique pour les prochaines décennies, de ce qu'on peut appeler des neurodroits pour faire en sorte d'éviter le viol du cerveau de grandes masses d'individus par des technologies découlant des neurosciences. Je voudrais maintenant aborder un quatrième point, s'il me reste encore un peu de temps. Oui. Donc les nouveaux équilibres géographiques. Alors il faut savoir que sans doute dans le courant du mois de novembre prochain, l'humanité va franchir le seuil des 8 milliards de terriens. Ça pourrait se produire donc d'ici quelques semaines sur toute vraisemblance. En novembre 2022, sachant qu'on avait franchi le seuil des 7 milliards d'habitants en 2011 et qu'on avait franchi, je retrouve une petite note, le seuil des 6 milliards en 1998. Donc il faut un peu plus d'une décennie actuellement pour que la population humaine augmente d'1 milliard d'individus. Ça représente à peu près 200 000 nouveaux terriens supplémentaires sur la surface de la Terre par jour, ou à peu près 80 millions par an. Donc on pourrait légitimement s'inquiéter de cette courbe. Ceci dit, selon toute vraisemblance, d'après les études des Nations Unies, et là j'insiste un peu sur leur très forte probabilité, le côté très scientifique et très rigoureux de ces estimations-là, cette courbe donc, qui grimpe mais qui ralentit un tout petit peu, devrait se stabiliser aux alentours de 2080, autour d'un seuil autour de 10,6 ou 10,8 milliards d'individus. Et à partir de ce moment-là, la population humaine devrait stagner et sans doute redescendre au cours des prochaines années. Alors, ces études sont contestées, d'autres se veulent beaucoup plus apocalyptiques. On évoque 12, 14, 16 milliards d'individus, sachant qu'on estime que la planète est en capacité de nourrir et de supporter jusqu'à 12 milliards d'individus. Donc, si on se fie aux études des Nations Unies, la population devrait se stabiliser quand même bien en deçà du seuil maximal. Et on assisterait ensuite à une inversion, à une baisse de la courbe, du fait qu'une grande partie, enfin la quasi-totalité de la population humaine à cette période-là sera rentrée dans une logique de transition démographique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, donc en 2022, à peu près 2/3 de l'humanité vit dans des pays dont le taux de reproduction est inférieur à 2,1, c'est-à-dire sous le seuil de reproduction. Il ne reste qu'un tiers de la population qui continue à avoir une croissance démographique plus ou moins contrôlée. Et il y a deux foyers de tension principaux qui sont en Asie du Sud, le sous-continent indien, et l'Afrique subsaharienne. Ce ralentissement de la population, du taux de fécondité donc, qui se profile au cours... donc là, on dépasse un peu l'horizon 2050, entre guillemets, est essentiellement dû donc, à la contraception et à l'élévation du niveau d'éducation des filles, étant donné que ce sont les femmes là, qui détiennent l'avenir de l'humanité entre leurs mains, dans leur ventre, entre guillemets, en réussissant donc à mettre en exergue un taux de fécondité accepté, qui est donc un concept de démographie important, alors que toute l'histoire de l'humanité et l'histoire des femmes en général fait que le taux de fécondité est souvent imposé par la société, par l'ordre patriarcal, etc. Donc, réduction, enfin stagnation de la population, avec au cours des 3 ou 4 prochaines décennies, donc l'émergence d'un nouveau contexte démographique mondial, avec pour un premier point significatif un basculement de la primauté démographique qui va basculer de l'Asie de l'Est et de la Chine vers l'Asie du Sud et de l'Inde, sachant que normalement
Courant 2023, l'Inde devrait dépasser démographiquement la Chine. Là aussi, c'est une question, alors pas de semaine, ou plutôt de mois ou de trimestre, mais en 2023-2024, l'Inde devrait être la première puissance démographique au monde. Ce qui est intéressant de noter, c'est que donc là, les deux pays sont quasiment à égalité depuis quelques années, vont le rester encore quelques années, mais ensuite, au-delà de 2050, vers 2060, il va y avoir un creusement très net du décalage démographique entre les deux pays, du fait d'un phénomène de vieillissement de la population chinoise qui ne touche pas encore la population indienne, et qu'à l'horizon 2100, donc là je me projette très loin, mais toujours sur la base de ces études des Nations Unies, la population indienne devrait tourner autour de 1,5-1,6 milliard, quand la population chinoise sera redescendu autour de 780-800 millions d'individus. Donc en 2100, il devrait y avoir pour un Chinois 2 Indiens, enfin 2 Indiens pour un Chinois. Voilà. Donc un changement démographique relativement important, alors qui n'est pas totalement neutre, donc ça touche tout le sous-continent indien, toute l'Asie du Sud, et que cela devrait avoir de fortes répercussions, par exemple concernant le développement de l'islam dans le monde, étant donné que l'islam asiatique, si on additionne les populations de la minorité musulmane indienne qui pèse à peu près 15% de la population, mais 15% de 1,5 milliard, ça commence à faire beaucoup de monde. Si on rajoute les populations du Pakistan, du Bangladesh, de l'Indonésie, etc., vous voyez donc que l'islam asiatique, enfin sud-asiatique, va être ultra majoritaire, ultra dominant par rapport aux populations du Moyen-Orient ou du Maghreb qui seront rentrées en phase de transition démographique beaucoup plus tôt et qui ne pèseront plus grand-chose. Donc on peut s'interroger s'il n'y aura pas un basculement au niveau du pouvoir jusqu'à présent au sein de l'islam sunnite en particulier. Donc l'Arabie saoudite est extrêmement dominante du fait qu'elle contrôle les lieux saints, mais ce décalage, ce gap démographique entre les islams asiatiques et les islams moyen-orientaux pourrait provoquer sans doute une redistribution des cartes. Sachant que là aussi, bon, là sont des études qui ne sont pas des Nations Unies, qui sont des estimations de certains think tanks plus ou moins orientés. On pense qu'à peu près l'islam devrait devenir la religion première sur la planète, enfin la plus nombreuse, aux alentours de 2070, selon toute vraisemblance. Le deuxième point significatif, c'est l'affirmation démographique de l'Afrique subsaharienne qui connaît un boom démographique depuis une vingtaine d'années, depuis le début du XXIe siècle. Le seuil du milliard d'habitants, sans doute, du milliard d'Africains a été franchi sans doute aux alentours de 2010, grosso modo. Et là, il convient de distinguer l'évolution démographique du Maghreb qui rentre dans une phase de transition et donc de stagnation, de stabilisation de la population et de vieillissement de la population, de ce qui va se passer en Afrique subsaharienne où là, il y a un taux de croissance toujours extrêmement élevé. En particulier dans la bande sahélienne, un pays comme le Niger avait 2 millions d'habitants en 1960 à l'indépendance. Actuellement, ils en ont 24 millions, à peu près 24 millions et demi. Et en 2050, on estime qu'ils pourraient arriver à 50 millions d'habitants pour un pays désertique confronté au stress hydrique avec des capacités de production alimentaire autonome assez limitées. Donc évidemment, ces populations, ce surpopulation ne pourra que bouger. Sachant que ces flux migratoires ont déjà démarré et sont essentiellement concentrés sur d'autres pays africains jusqu'à présent. Enfin, donc là, c'est un grand défi, sachant que cette croissance de la population africaine devrait continuer. Et on estime là aussi, on se projette un peu plus loin que l'horizon que je m'étais fixé, en 2100, sur à peu près 10 milliards d'êtres humains, il devrait y avoir 3 millions d'Africains subsahariens, c'est-à-dire un Terrien sur 3 devrait être originaire d'Afrique. Un autre point significatif, c'est le déclin démographique et le vieillissement très probable de l'Europe au cours des prochaines années. Alors particulièrement, cela va toucher l'Europe de l'Est et dans des proportions assez significatives, pratiquement 10%. Certains pays comme par exemple la Bulgarie ou l'Estonie, les perspectives sont vraiment très impressionnantes. C'est plutôt de l'ordre de moins 20% de la population entre la réduction de la croissance naturelle et l'immigration des populations. Un pays comme l'Estonie, par exemple, qui est un tout petit pays qui a 2 millions et quelques d'habitants, donc confronté à un déclin démographique de 20%, se pose de graves questions identitaires sur son devenir, sur l'avenir de la langue, de la civilisation, de la culture, de l'histoire de l'Estonie. Ça pose problème à un pays comme l'Ukraine, par exemple, qui en 1990
avait une population autour de 45 millions d'habitants, c'est-à-dire grosso modo pas très loin de la population française, du fait de la baisse de la natalité, du fait de l'immigration qui a démarré bien avant la guerre, mais qui a été amplifiée par la guerre depuis 6 mois. Là, les estimations avant la guerre estimaient qu'en 2050, la population ukrainienne devait tomber donc de 45 à 30 millions d'habitants, c'est quand même très significatif. Et la guerre, évidemment, a accentué le phénomène, et on peut penser qu'une très grande partie des millions de réfugiés ukrainiens qui sont actuellement en Europe de l'Ouest ne reviendront plus jamais dans leur pays, même si la guerre devait cesser. On estime, toujours sur la base des travaux des Nations Unies, qu'une soixantaine de pays devraient perdre de la population d'ici 2050. Par exemple, le Japon là, est rentré dans cette séquence de réduction démographique. L'âge médian au Japon est le plus élevé au monde, et actuellement, le Japon, qui a une population d'environ 120 millions d'habitants, perd à peu près 750 000 habitants par an actuellement, et ce qui pose d'autant plus le problème que, contrairement à d'autres pays, le Japon est très fermé sur les problèmes migratoires et refuse jusqu'à présent d'accepter des populations immigrées sur son sol pour tenter de compenser cette tendance démographique. Voilà. Et le dernier point, c'est le thalassotropisme, étant donné que la concentration de la population humaine est très importante au bord des espaces océaniques. 80% de la population mondiale se concentre sur une bande littorale d'une profondeur de 75 km entre les côtes et l'intérieur des terres. Et du fait du réchauffement climatique, de la montée des océans, de la disparition du trait de côte, bon, je vous laisse imaginer toutes les problématiques que cela peut représenter. Alors, donc, à partir de 2070-2080, stagnation de la population et vieillissement de la population mondiale, en particulier en Europe, mais également en Asie de l'Est, et il est à signaler que ce phénomène de vieillissement va toucher beaucoup plus rapidement les populations du Sud que les populations du Nord. Donc il va y avoir une espèce de rééquilibrage démographique qui va intervenir. J'ai évoqué le cas de la Chine qui va perdre 300-400 millions d'habitants selon une vraisemblance au cours des 6 prochaines décennies. Et voilà. Et donc ce vieillissement des populations va induire toute une série de perturbations, de transformations socio-économiques au niveau des mentalités, au niveau des choix électoraux. Plus la population est âgée, plus elle a tendance à voter sur des bases un peu crispées, conservatrices, moins progressistes. Ça devrait accentuer les inégalités sociales, ça devrait entraîner des problèmes de financement des systèmes de retraite, des systèmes de santé, du fait de l'augmentation des dépenses de santé pour des populations de plus en plus âgées, avec de moins en moins de sang frais, entre guillemets. Donc tout cela conduit à relancer sur ces bases-là, un peu préoccupantes, la question du débat sur l'immigration, sachant que la croissance de la population dans les pays OCDE depuis une décennie ne se fait que sur la base de flux migratoires et non plus sur la base d'une croissance naturelle. Et donc la problématique elle est un peu cruciale en Europe où, comme je vous l'ai dit, du fait du boom démographique que va connaître l'Afrique, à l'horizon 2050, on aura grosso modo l'équation suivante. On aura donc à peu près 500 millions d'Européens ayant un âge médian autour de 50 ans pour 2,5 milliards d'Africains qui auront un âge médian de 20 ans. Donc vous voyez un peu tous les déséquilibres que cela peut provoquer, les interactions un peu compliquées qui peuvent se produire. Avec la question de savoir que faire, est-ce qu'on s'isole complètement, on tente de s'isoler, bon, sachant que les murs, l'histoire nous le montre, sont toujours possiblement contournables ou peuvent être surmontés. Ou est-ce qu'on prépare plus ou moins dans la sérénité cet avenir, avec une immigration contrôlée, permettant d'injecter du sang neuf
Bon, alors il faut savoir que par exemple en 2050, la population française continuera, la France sera un des rares pays avec la Grande-Bretagne à continuer à avoir une croissance démographique lente mais réelle. On devrait arriver autour de 70 millions d'habitants, quand notre voisin italien, confronté à un taux de natalité effarant autour de 1,1, va connaître un effondrement démographique considérable et qui se traduira au niveau économique. Vous savez que l'Italie appartient au G7, appartient aux 10 puissances économiques mondiales actuellement, et en 2050, du fait de cet effondrement démographique, devrait se retrouver au-delà de la 30e place, dépassée par des pays comme l'Inde ou comme de nombreux pays du Sud. Alors, oui, on conclut. Donc je termine très rapidement. Donc tout cela, au niveau quantitatif, va provoquer quelques changements de valeur de mentalité. Du fait de la prise de conscience de l'impossibilité de perpétuer les modes de vie actuels, la nécessité donc de transition et d'adaptation. Je vois trois gros lignes de fracture. Le premier, c'est l'approfondissement d'un clivage générationnel entre les millenniums, enfin les jeunes qui ont 20 ou 30 ans actuellement, et les boomers qui sont en fin de course en Occident, avec une contestation de plus en plus forte de la part de la jeunesse d'un pouvoir qui peut être un peu qualifié de gérontocratique. On a vu quelques exemples concernant par exemple la gestion de l'épidémie du Covid, qui s'est fait en tout cas au détriment des jeunes générations qui ont été impactées fortement par le confinement, dont les études ont été durablement affectées et touchées pour tenter de préserver les populations âgées qui étaient les plus exposées. Donc il y a des choix. Il y a une montée de rejet de valeurs traditionnelles concernant le travail, l'entreprise, la cellule familiale, la reproduction. Vous avez une tendance qu'on appelle les GINK, c'est-à-dire Green Inclination and No Kids au sein des populations occidentales, c'est-à-dire des couples, de jeunes couples qui refusent l'idée de la procréation et donc de reproduction de l'espèce, qui est un peu problématique en termes évidemment d'avenir. Refus du travail avec tous les phénomènes de grandes démissions que l'on observe aux États-Unis ou en Europe, de grands renoncements qui affectent les diplômés des grandes écoles qui refusent de rentrer dans la vie normale, normée, balisée de leurs prédécesseurs et qui aspirent plutôt à faire de la permaculture au fond de l'Ariège plutôt que d'aller travailler au Crédit Agricole ou chez Total après leurs études. Donc grand renoncement. Donc tout ça fait que ces phénomènes devraient sans doute s'amplifier dans l'avenir, avec de plus en plus de critiques sur les fondements de la société productiviste et consumériste dans laquelle on vit depuis la Seconde Guerre mondiale, voire depuis 1850, au détriment donc de solutions autres, alternatives. Voilà. Le deuxième point, c'est un renouveau de ce que j'appellerais la lutte des classes, non pas concernant l'accumulation du patrimoine ou la différenciation salariale, mais concernant l'inégalité, concernant la production de gaz à effet de serre du fait de certaines pratiques de vie quotidienne qui génèrent plus de CO2 que d'autres. Donc là, il y a de très nombreuses études économiques ou sociales qui montrent que les plus aisés ont des pratiques beaucoup plus polluantes que d'autres. J'ai repris la « empêcher les riches de vivre au-dessus de nos moyens », qui était une phrase qui a été prononcée par Madame Mathilde Panot, la chef de file des députés et les filles à l'Assemblée. C'est lié à la problématique, par exemple, de l'usage des jets privés, même si ça ne pèse pas grand-chose, c'est 0,1, etc. Mais c'est une problématique d'exemplarité. Et tout ça conduit donc à une remise en cause de plus en plus de l'utilité de la croissance, de l'utilité de l'entreprise, de l'utilité du fonctionnement de la société consumériste et productiviste dans laquelle on vit par ces jeunes générations essentiellement, avec plusieurs approches. D'abord un front judiciaire, on voit de plus en plus d'initiatives, de procédures contre de grandes entreprises comme Total par exemple, concernant le pipe en Ouganda, ou le casino par exemple, est poursuivi pour
ses liens avec certains opérateurs agro-industriels brésiliens qui contribuent activement à la déforestation du bassin amazonien et des choses comme ça. Un autre point, c'est une politisation de plus en plus des modes de vie, avec des critiques concernant la pratique du golf, la pratique du barbecue, la pratique de la consommation de viande, l'existence de piscines, de choses comme ça, l'utilisation des jets privés, etc., etc. Donc avec une tentation de coercition à l'encontre des plus privilégiés sur certains aspects de leur mode de vie. Et le troisième point, c'est sans doute une radicalisation des groupes contestataires qui jusqu'à présent agissaient au pire, disons, dans le cadre de désobéissance civile, et on voit depuis 2-3 ans poindre des actions de plus en plus radicales, toujours dans un registre symbolique. On crève les pneus de certains SUV très polluants, on piétine le green de golf qui sont en région méditerranéenne une aberration et vont l'être encore plus au cours des prochaines années. Mais bon, on bloque des chantiers de construction et des choses comme ça, et on peut penser que du fait d'une certaine répression par les forces de l'ordre, il y a une espèce d'escalade qui se produise, et on risque sans doute d'aboutir au cours des prochaines années ou des prochaines décennies à des risques d'éco-terrorisme de plus en plus violents, en particulier contre des sites de production extractifs, polluants, des choses comme ça. Tout ça aboutit, de mon point de vue, donc à une espèce d'étiolement du contrat social, une espèce de fatigue démocratique que l'on a pu observer avec le taux d'abstention relativement élevé aux dernières élections, et sans doute une tentative de multiplication de jacqueries, entre guillemets, un peu sur le modèle des Gilets jaunes, qui risque de se produire au niveau français, mais également au niveau européen, au niveau mondial, alimenté en particulier par ce qu'il faut bien appeler quand même un dysfonctionnement croissant de la gouvernance. Bon, on voit ça au niveau de la santé, en France, au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité. Beaucoup de citoyens ont le sentiment de payer des impôts et en fin de compte de ne pas être payés de retour du fait de la dégradation de ces fonctions revenant à l'État. Bon, j'aurais voulu terminer par des crispations géopolitiques, mais je pense que le temps tourne et je vais être conduit à rendre la parole. Je voudrais juste terminer par le fait en disant donc que pour reprendre un peu une expression de Bruno Latour, donc, qui nous a quittés, qu'on ne pourra plus vivre comme des humains à l'ancienne. Il va falloir imaginer un peu quel sera le néo-humain, qui sera, espérons-le, respectueux de son environnement et qui sera capable d'avoir un mode de vie relativement sobre, qui sera sans doute tourné vers les océans, puisque j'avais voulu un peu insister là-dessus en étant à Toulon, sur le potentiel de la richesse des océans à terme, pour peu que l'on mette un terme à leur dégradation. Et au final, donc, il conviendra de réfléchir à l'alternative entre réussir autant que faire se peut un atterrissage contrôlé en changeant nos modes de vie relativement en douceur, sans trop de coercition, pour continuer et s'adapter à un nouveau monde, ou autrement être confronté à une espèce de crash inévitable qui sera extrêmement brutal, extrêmement conflictuel et dont personne ne sortira vraiment gagnant. Merci, nous pourrions t'exposer. Bon, il nous reste un tout petit peu de temps. Qu'un quart d'heure de bonheur devant nous. Peut-être un peu plus. Mais toutes ces catastrophes sont liées à notre organisation économique, en quelque sorte. C'est l'organisation des échanges commerciaux qui nous mène à prendre telle ou telle décision. Vous avez dit, vous avez parlé d'une estimation financière des océans. En résumé, notre futur est solide dans le capitalisme. Alors, ce qui est sûr, c'est que tout incite à penser qu'il faudra quand même s'orienter vers un changement assez significatif de l'organisation socio-économique actuelle, qui n'est, d'après toutes les études que l'on peut avoir, pas véritablement durable. Et donc, c'est toute l'alternative. Est-ce qu'on continue comme ça, ce qui semble malheureusement être le cas, et on aboutit au crash inévitable, ou est-ce que
l'intelligence collective, une espèce de sagesse, le poids des philosophes qui interviennent dans le débat, permettront de corriger le tir et d'arriver, autant que faire se peut, de manière graduelle et douce, mais malheureusement, je dois avouer que je n'y crois pas trop, vers des solutions alternatives. Ceci dit, on voit quand même poindre énormément d'initiatives locales qui laissent espérer que, mais bon, il y a eu malheureusement beaucoup de périodes de l'histoire où il y avait des solutions alternatives qui semblaient poindre, qui semblaient intéressantes, qui semblaient promises à un grand avenir et qui n'ont malheureusement pas abouti, qui ont dégénéré, qui ont été écrasées parfois dans le sang. Et voilà. Ceci dit, ce qui change radicalement la donne par rapport à toute la période historique, c'est que la planète change, enfin, on va changer de planète. Donc il y a un renversement de la table qui va se produire inéluctablement dans les 2 ou 3 prochaines décennies. Et donc là, il faut en appeler un peu à la sagesse humaine, me semble-t-il. Mais est-ce que ce sera suffisant? Point d'interrogation. Pardon. Ça marche. Me paraît absolument évident depuis en particulier quelques 10-20 ans. Regardez le domaine du sport. Jusqu'aux années 60-70, bon, Michel Jazzy, vous connaissez tous, je pense, devait gagner un salaire à peu près correct, quoi. 10 000, 20 000, 50 000 euros. On est à 1 million, 2 millions, 3 millions par mois. Et surtout, ce qui me met en colère, et je finis par finalement être quelqu'un qui doit renverser la table, pourtant je suis universitaire, c'est ces projets déments des pays du Golfe, 500 milliards d'euros pour faire du ski en plein désert pour les prochains Jeux Olympiques en 2029. Mais je crois rêver. Mais il faut renverser la table. Je comprends finalement certaines actions terroristes, même si je ne les critique pas, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça va donner, ça? C'est-à-dire une finance dérégulée avec une perte de sens de l'économie. L'économie, c'est pas fait pour ça. Pas pour s'amuser 15 jours, 3 semaines, pour le divertissement. C'est du non-sens absolu. Je ne peux qu'être entièrement d'accord avec votre avis. Je vous posais quand même la question de la nourriture. C'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Comment allons-nous nous nourrir? Parce qu'avec tout ce que vous avez développé, au niveau des minerais, etc., il n'y a plus de place pour l'agriculture. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, là, on est vraiment dans la prospective et la marge d'erreur peut être relativement importante. En tout cas, il semblerait que jusqu'à 12 milliards d'individus, la planète puisse satisfaire une partie des besoins, même si évidemment il n'y aura pas la diversité, le développement, enfin, le régime alimentaire sera beaucoup plus sobre qu'il ne l'est actuellement, ça on est bien d'accord. Néanmoins, bon, alors on a vu avec le conflit en Ukraine que un événement en Ukraine très localisé pourrait avoir des répercussions absolument mondiales et toucher le consommateur de base au Sénégal ou en Tanzanie qui risquait d'être confronté. Néanmoins, il faut savoir que par exemple la superficie de l'Afrique est quand même considérable, que beaucoup de surfaces ne sont pas encore cultivées et pourraient l'être pour peu qu'on améliore les pratiques de culture et les rendements. Enfin, ça ne me semble pas un point aussi dramatique que les autres, même si c'est inquiétant, je suis d'accord avec vous, ça peut être préoccupant. Dans la liste des urgences, il y en a malheureusement beaucoup d'autres auparavant. Alors, c'est vrai que dans un certain nombre de pays, ils vont être de plus en plus confrontés au stress hydrique et donc avec un impact sur l'environnement agricole. Oui, c'est un problème. Je ne peux qu'abonder dans votre sens. Bien, d'autres questions? Attendez, on vous donne le micro. Aujourd'hui, nous devons faire des efforts d'économie d'eau, des efforts d'économie d'électricité. Par rapport à ce que disait Madame, pour l'agriculture, on a besoin d'eau. Ce
essentiel. L'agriculture, bon, c'est notre nourriture. Et d'autre part, tous là, autant que nous sommes, on a peut-être des conforts de vie, c'est-à-dire piscine, des jardins, les maisons sont éclairées plus largement que... Est-ce que nous sommes prêts, nous, simples citoyens, en fait, hein, est-ce que nous tous, serons-nous prêts à faire des efforts? Jusqu'à présent, l'humain a profité et abusé de tout, sans se poser vraiment de questions. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc... Alors, effectivement, nous sommes un peu des enfants gâtés par rapport à nos prédécesseurs et sans doute aux générations qui vont nous suivre. Nous, baby boomers, de manière générale, je m'inclus dans la liste. Mais il va falloir s'adapter. Je pense que les nouvelles générations, bon, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de sensibilisation. Nous sommes une génération qui ont eu la vie relativement facile. C'est extrêmement compliqué, effectivement, à 50, 60, 70 ans, de changer radicalement son mode de vie, réduire sa consommation. Mais l'impact va porter sur une nouvelle génération. Il y a une très grande inégalité générationnelle, c'est pour ça que j'ai abordé la question des clivages générationnels, parce qu'on peut comprendre un certain ressentiment des jeunes générations par rapport à l'état dans lequel la génération de baby boomers va laisser la planète au niveau de la dette, au niveau de la pollution, au niveau de la dégradation de l'environnement, au niveau de l'instabilité géopolitique, au niveau des inégalités, au niveau de beaucoup de choses. Le bilan est un peu affligeant, effectivement. Oui. Bonsoir. Vous dites que le bilan est affligeant, mais si on met de côté, je dirais, la perspective négative des scénarios complètement catastrophiques, quel serait, à contrario, un scénario positif et possible? Et la deuxième question... On va faire une conférence. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, on a connu, je dirais, une période équivalente et comment l'humanité a réagi? Je crois que pour éviter le crash inévitable, c'est vraiment un changement plus ou moins volontariste d'organisation du système socio-économique. Mais bon, ça nécessite une mise à plat du système capitaliste dans lequel on évolue confortablement depuis 3 ou 4 siècles, depuis la création de l'entreprise. Je pense qu'on abordera ça. Oui. Serge Garzinski abordera la première mondialisation. Donc ça va être extrêmement compliqué de se priver de tous ces acquis pour le bien des générations futures. Et concernant cette dimension historique, alors, il y a déjà eu sûrement dans l'histoire de l'humanité ce sentiment un peu de fin du monde ou fin de chapitre. Je pense par exemple à la fin de l'Empire romain avec les invasions barbares, où on a renversé la table, on est reparti sur de nouvelles bases. Là, l'événement qui me semble fondamental et sans précédent, c'est qu'on a très peu de temps et que ce n'est pas uniquement des interactions entre dynamiques civilisationnelles ou acteurs étatiques, impérialistes, expansionnistes qui prennent le pas sur les systèmes d'équinoxe, c'est que le terrain de jeu qui est en train de s'étioler, de se fissurer, de se dégrader, quoi. Si je pouvais me permettre, en étant à Toulon un peu une métaphore hobbyistique, je pense qu'on pourrait faire des histoires d'analyse du championnat du top 14 chaque année. Donc il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, qui renforcent certaines équipes, d'autres qui perdent des joueurs. Il y a l'impact des entraîneurs, il y a l'impact de la philosophie du jeu qui permet à être plus performant une année sur l'autre. Mais là, le problème, c'est que la pelouse, elle est en train de se dégrader. Il y a certains pans de pelouse où il n'y a plus de pelouse parce qu'il n'y a plus de la caillasse. D'autres, c'est une espèce de marigot, une fange, c'est boueux. Il n'y a plus de ligne de terrain. Il n'y a plus véritablement d'arbitre. Certaines équipes vont jouer à 22 ou 23 avec des joueurs de 20 ans, tandis que d'autres joueront à 8 ou 9 joueurs quinquagénaires. Donc évidemment, le jeu risque d'être totalement inéquitable, avec des arbitres qui seront absents, un ballon qui sera plus véritablement gonflé sans toute vraisemblance, et voilà. Oui, moi je voulais... Je pense que c'est une grande première dans l'histoire de l'humanité. Mais le jeu
apparaît passionnant à suivre. Je voulais vous poser une dernière question. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est le rapport entre la politique et l'économique. Parce que le fonctionnement démocratique, et en France, on n'est pas les plus mal lotis quand même, hein, il faut le dire. Il va bien falloir que le changement, il vienne de la base. C'est-à-dire qu'il va falloir que chacun s'empare de cette problématique-là et la fasse remonter. Il faut je veux dire, ça ne va pas pouvoir tomber sans arrêt d'en haut, des décisions qui viennent du haut. Il va falloir quand même refonder une politique et que les générations à venir s'y collent, excusez-moi de l'expression, mais il va falloir... Bon, nous, on est déjà un peu mûrs, quoi. Mais je crois que la démocratie est à repenser. Moi, je suis assez affligée par l'état du débat démocratique en France. Et je disais qu'on n'était pas les plus mal lotis. Voilà. Oui, enfin, ce qui était terrible, c'est que durant la dernière campagne présidentielle, ces thématiques étaient totalement absentes. Enfin, comme si on avait 2 ou 3 siècles pour s'y préparer, alors qu'on a peut-être 2-3 décennies au grand maximum, que les urgences, elles sont là, et que les programmes des principaux partis, hormis peut-être les Verts et les Filles, d'après une étude qui avait été faite, je crois que c'était The Shift Project de Jean-Marc Jancovici, qui avait essayé de faire une étude comparative des différents programmes des partis politiques. Mais bon, enfin, c'était un peu lénifiant et surtout une grande partie du panorama politique ignorait totalement ces problématiques-là. Et quand on constate le débat actuel, là aussi, enfin, le problème, comme je le disais, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans une logique d'état de guerre. On va devoir faire face à plein de verdun climatiques. Et au lieu d'être emmené par des chefs de guerre, on a l'impression d'être emmené par des experts comptables. Et c'est pas comme ça qu'on gagnera Verdun. Et il faudra du sang et des larmes sur notre résilience. Je crois que... Voilà. Bon, merci. On va vous remercier. On est obligé de...